À titre d'introduction, un slide hyper important consacré à la structure de l'IPP. Cette structure de l'IPP, elle correspond à la structure du Code des impôts sur le revenu, donc à l'ordre des articles de loi. Elle correspond aussi au fil conducteur que nous allons suivre pour l'étude de l'IPP. C'est capital de maîtriser cette structure pour bien comprendre et bien s'y retrouver dans une matière assez volumineuse et complexe qu'est l'IPP. Donc pour l'examen, je crois que c'est tout à fait important de pouvoir maîtriser cette structure et jongler avec. Cette structure, elle vous raconte une histoire de l'IPP avec un début, une fin et un fil conducteur. Vous devez la maîtriser. Quand je vais vous poser une question à l'examen, vous allez devoir identifier l'objet de la question, hein, sur quel point de matière elle porte, ce point de matière, dans quel endroit il se trouve dans la structure, et vous allez directement trouver l'élément de réponse au bon endroit. Et cela n'est possible que si vous avez une tête bien faite avec cette structure bien en tête et maîtrisée. Et cette structure, elle est parfaitement logique. Donc, voilà, tout à fait capital de pouvoir la maîtriser. La première question que l'on se pose à l'IPP, c'est la question de savoir qui vont être les contribuables visés. Ces contribuables, ce sont les habitants du royaume. Nous verrons de quoi il retourne dans la partie consacrée aux contribuables qui vient juste après. Alors, les contribuables, ils sont taxés sur une assiette, concept que nous avons vu au premier cours, une assiette qui correspond à des revenus. Et les revenus, vous en avez de 4 catégories différentes. Les revenus immobiliers, les revenus mobiliers, comme les dividendes ou les intérêts, les revenus tirés d'une activité professionnelle, et enfin une catégorie balai, une catégorie résiduaire qui est la catégorie des revenus divers. Nous verrons plus tard de quoi il s'agit. Alors pour chaque catégorie de revenus, vous allez pouvoir déduire une série de dépenses qui sont prévues par la loi. Et en déduisant ces dépenses du montant de vos revenus bruts, vous allez obtenir un revenu net. Et c'est le montant qui va être utilisé pour calculer l'impôt. Alors, les modes de calcul de l'impôt, vous en avez deux. Vous avez la globalisation d'une part et la taxation distincte d'autre part. La globalisation, tout d'abord, elle est visée à l'article 6 du Code et de manière assez simple, ça vise à additionner les différentes catégories de revenus pour faire une espèce de pot commun, un pot commun avec un seul montant que vous allez ensuite soumettre au tarif progressif de l'impôt. Donc ça, c'est la globalisation. Globaliser, c'est additionner les différentes catégories de revenus nets. À côté de ça, vous avez un autre système de calcul de l'impôt, qui est le système de la taxation distincte, qui est un régime dérogatoire. Alors certains types de revenus ne font pas l'objet d'une globalisation, ils ne sont pas additionnés dans le pot commun, mais ils font l'objet d'une taxation distincte. Ils sont sortis du pot commun et ils sont soumis à un tarif d'imposition distinct, différent. Donc il n'est pas le tarif d'imposition qui s'applique aux revenus globalisés. À titre d'exemple, les dividendes, par exemple, ne sont pas en règle générale globalisés avec les autres revenus, ils font l'objet, en cas de taxation à l'IPP, d'une taxation distincte au taux de 25%. Donc, deux systèmes de calcul d'impôt, globaliser la règle
et pour la plupart des revenus, on fait un pot commun et on soumet ça au tarif progressif de l'impôt. Autre système, taxation distincte, on sort le revenu, on isole le revenu et on va le soumettre à un taux distinct, par exemple 25% pour les dividendes. Les deux systèmes coexistent au sein du Code des impôts sur les revenus. Donc pour chaque type de revenu, vous êtes susceptible de répondre à la question est-ce qu'il est globalisé ou est-ce qu'il fait l'objet d'une taxation distincte, mais la réponse, naturellement, ça viendra plus tard, une fois qu'on aura étudié les différentes catégories de revenus. Alors, je poursuis l'étude des revenus globalisés. On globalise les revenus nets, donc on additionne les différentes catégories de revenus à un montant net de revenus, et de ce montant, cette somme de revenus nets, on peut encore déduire ce qu'on appelle des dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets. Alors, c'est une catégorie particulière de dépenses qui, ici, ne s'envisage, ne va se déduire que de la somme des revenus nets. Donc, il ne faut pas confondre ces dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets avec les autres types de dépenses déductibles, mais qui s'appliquent à chaque catégorie de revenus. Ce sont deux concepts différents. En fait, ces dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets, au jour d'aujourd'hui, c'est assez simple parce qu'il n'y en a plus qu'une qui est prévue par la loi et c'est les rentes alimentaires. Donc, quand vous additionnez vos revenus nets, les différentes catégories, vous obtenez un montant et de ce montant, vous allez déduire une dépense déductible de l'ensemble des revenus nets. La seule qui existe, c'est les rentes alimentaires, les pensions alimentaires qu'un contribuable doit, le cas échéant, payer. Alors, du montant qui est obtenu, le montant des revenus nets globalisés moins les dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets, c'est ce montant qu'on va soumettre au tarif de l'impôt, au taux progressif. Alors, le taux progressif de l'impôt, il est visé à l'article 130 et les taux varient entre 25% et 50%. Ça, c'est le tarif progressif. On verra le détail un petit peu plus loin. Alors, quand les revenus ont été soumis au taux, vous obtenez un impôt et de ce montant d'impôt, vous allez pouvoir soustraire des réductions d'impôt. Par exemple, une réduction d'impôt pour titre-service. Vous faites une dépense particulière, la dépense de titre-service pour une aide ménagère. Sur cette dépense, on va calculer un montant que vous allez pouvoir soustraire de votre impôt. C'est la réduction d'impôt. Alors, il ne faut pas confondre les réductions d'impôt avec les dépenses déductibles. La réduction d'impôt, c'est un montant que vous allez soustraire du montant d'impôt que vous devez payer, et il y a des réductions d'impôt particulières qui sont visées par la loi. La dépense déductible, c'est une dépense que vous déduisez des revenus. Dépense déductible des revenus, réduction d'impôt, montant que l'on soustrait des impôts. Alors, petite question, imaginez que vous ayez une dépense déductible de 100 et de l'autre côté une réduction d'impôt de 100. Qu'est-ce qui est le plus avantageux selon vous? Je fais un peu d'oral exploratrice et je vous laisse répondre. C'est bien entendu la réduction d'impôt. Vaut mieux avoir une économie d'impôt de 100 qu'une dépense déductible de 100. Hein, cette dépense déductible de 100, ça va venir en déduction de vos revenus. Et donc, si vous voulez calculer l'avantage fiscal de cette dépense déductible, eh bien, vous devez multiplier le montant de la dépense par le taux d'imposition qui s'applique, donc entre 25 et 50%, et donc vous allez obtenir un montant qui est moindre que le montant d'une réduction d'impôt. Donc, sans dépenses, c'est moins avantageux que sans de réduction d'impôt. Vous devez maîtriser et différencier les deux mécanismes, c'est très important. Donc, votre impôt autoprogressif, vous faites une soustraction de réduction d'impôt et vous obtenez un montant final d'impôt sur lequel vous allez encore appliquer
les additionnels communaux, dont on parlait au premier cours, un pourcentage donc de l'impôt. Vous devez payer 100 d'impôts, vous avez les additionnels communaux de 8% dans votre commune, eh bien on vous rajoute 8 au total et vous devez payer un impôt de 108, 100 pour les régions et l'État fédéral, les 8 pour la commune, les additionnels communaux. Alors, notez qu'à partir de l'année 2014, dans cette structure, on est venu ajouter une dimension régionale, hein, c'est les conséquences de la 6e réforme de l'État, et donc les régions se sont vues investies de compétences étendues en matière fiscale, et alors ces compétences en matière d'IPP, elles portent sur les taux d'imposition, on en y parlera, elles portent sur certaines réductions d'impôts qui sont devenues régionales. Et donc vous avez à l'heure actuelle des réductions d'impôts qui sont fédérales, d'autres qui sont régionales. Donc les régions sont compétentes pour les déterminer comme elles l'entendent. Et enfin, autre pôle très important de compétences attribuées aux régions, c'est la question des avantages fiscaux pour l'habitation propre. Et nous y reviendrons également ultérieurement dans le chapitre sur les revenus immobiliers. Deux modes de perception de l'impôt qu'il faut connaître. Premier mode, la déclaration. Chaque année, les contribuables remplissent une déclaration avec leurs revenus et sur base de cette déclaration, l'administration enrôle un impôt. Premier mode de perception. Second mode de perception, le précompte. Des précomptes, vous en avez trois, le précompte immobilier, le précompte mobilier et le précompte professionnel. Alors, au sens juridique du terme, le précompte n'est pas un impôt. Le précompte, c'est un paiement anticipé de l'impôt, c'est un acompte sur l'impôt. Par exemple, le précompte professionnel, hein, chaque mois, quand un travailleur salarié se voit rémunéré, il perçoit un salaire net, un précompte professionnel est retenu par son employeur et payé à l'État. Au terme de l'année, l'exercice suivant survient et lors de l'exercice suivant, le contribuable déclare ses revenus de l'année précédente, il indique le montant de ses revenus et le montant de précompte qui a déjà été retenu. On calcule un impôt et de cet impôt, sur cet impôt, on va imputer les précomptes qui ont déjà été retenus. Et les précomptes retenus, eh bien, c'est de l'impôt payé de manière anticipative par le contribuable, donc c'est de l'impôt qui a été payé. Ça, c'est la définition du précompte. Donc pas un impôt, c'est un mécanisme de paiement anticipé de l'impôt, c'est un acompte sur l'impôt. Le seul hic, c'est que vous avez des vrais précomptes, comme le précompte professionnel, et vous avez des faux précomptes. Donc des précomptes qu'on appelle précomptes, mais qui ne répondent pas à cette définition d'acompte sur l'impôt. Par exemple, le précompte immobilier, lui, ça n'a rien à voir avec un acompte sur l'impôt IPP afférent aux revenus immobiliers. Non, c'est un impôt totalement distinct dont le produit est versé aux régions et la compétence appartient aux régions. Donc, le précompte immobilier, il s'appelle précompte, mais ce n'est pas un précompte. Ce n'est pas un acompte sur l'impôt, c'est un impôt particulier qui est distinct de l'IPP. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, le précompte mobilier, c'est encore plus compliqué. Parfois, c'est un vrai précompte, parfois, c'est un faux précompte. Nous y reviendrons. Alors, pour les indépendants et pour les sociétés, vous avez comme mode de perception le versement anticipé qui correspond au précompte pour ce type de contribuable. Donc, c'est un paiement anticipé de l'impôt, c'est un acompte sur l'impôt. Et là, on parlerait bien d'une définition de vrai précompte, mais on parle de versement anticipé. Mécanisme que vous avez, j'en suis sûr, étudié dans le cadre de votre cours de comptabilité. Je n'y reviens pas.
Qui sont les contribuables visés à l'IPP? Ce sont les habitants du royaume. Ce terme est défini par le Code à l'article 2, et on entend par habitants du royaume les personnes physiques qui ont établi 1. Leur domicile en Belgique, donc, premier critère, le domicile. 2. Lorsqu'elles n'ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique. Deuxième critère, alternatif et moins important, le siège de la fortune en Belgique. Revenons au premier critère, le domicile en Belgique. Le domicile, c'est l'endroit où l'on vit effectivement, au jour le jour. Donc c'est une question de fait. Et ça, c'est le critère principal, royal, pour assujettir quelqu'un à l'impôt. Nous verrons dans le slide suivant des exemples précis. Alors ça, c'est le critère général. Vous avez des régimes particuliers qui s'appliquent pour les agents diplomatiques et assimilés et pour certains fonctionnaires internationaux, où là, c'est la règle inverse qui s'applique. Alors, imaginez un agent diplomatique belge qui travaille à l'étranger, aux États-Unis, par exemple. Donc, au jour le jour, il est aux États-Unis, il vit effectivement aux États-Unis. Et vit aux États-Unis de par sa fonction d'agent diplomatique. Alors, si on applique la règle normale, hein, son domicile, donc l'endroit où il réside effectivement, c'est les États-Unis. Donc, si on suivait cette règle, il devrait être un résident fiscal américain. Pour les agents diplomatiques, vous avez un régime particulier qui correspond à l'inverse. Donc, par exception, alors que ces personnes résident effectivement à l'étranger, eh bien, elles vont être assujetties à l'impôt en Belgique. Vous avez un système comparable pour les fonctionnaires internationaux. Je n'insiste pas sur ce point. Le domicile d'un contribuable, critère d'assujettissement à l'IPP, c'est le lieu où une personne réside de manière effective ou continue, où il a son foyer familial, où il entretient ses relations et occupations sociales. En d'autres termes, il s'agit de l'endroit où une personne réside de manière effective et durable. C'est donc une question de fait. L'endroit où une personne réside de façon effective et continue, et ça se caractérise par une permanence et une continuité. Lorsqu'il y a une interruption temporaire de la résidence, eh bien, cela n'affecte pas, cela n'a pas pour effet de déplacer le domicile. Par exemple, si un contribuable réside avec sa famille et ses enfants à Bruxelles et qu'il doit se rendre chaque semaine à Paris pour travailler et éventuellement séjourner toute la semaine, voire passer certains week-ends là-bas, si ce déplacement n'est que temporaire, eh bien, ce n'a pas pour effet de déplacer son domicile fiscal. Toute la famille reste domiciliée au sens fiscal du terme en Belgique. De manière très concrète, l'endroit où on a son domicile fiscal, c'est l'endroit où on a sa demeure, ses meubles, ses vins, son ménage, ses chevaux et ses voitures, où on a sa femme, son chien, sa pipe et ses pantoufles. Il est fait état dans le slide d'un exemple qui figure dans le livre, page 5. J'en ai déjà parlé sans le mentionner, mais donc ne vous inquiétez pas, donc le livre il sera pas à disposition parce que le service court est fermé jusqu'à nouvel ordre, donc on fera sans, et lorsque j'évoquerai le livre, eh bien je l'évoquerai dans le cadre des vidéos. Le domicile fiscal, ce n'est pas le domicile légal, ce n'est pas nécessairement l'endroit où on est inscrit à la commune. L'endroit où on est inscrit à la commune, c'est une donnée factuelle qui permet
de prouver le domicile de fait, mais ce n'est pas la seule. C'est le premier critère, le plus important, donc le domicile. Autre critère qui présente un caractère secondaire, c'est le critère du siège de la fortune, que l'administration va pouvoir utiliser dans l'hypothèse où un contribuable n'a pas son domicile fiscal en Belgique. Pour le rattacher quand même au droit fiscal belge, l'administration va pouvoir utiliser le siège du critère du siège de la fortune. Le siège de la fortune, c'est l'endroit où sont gérés les biens de la personne, d'où il en surveille l'administration. Un exemple qui vous est donné dans la jurisprudence, c'est l'arrêt d'Erx, qui date de 1960, c'est déjà vieux. Vous aviez un Belge domicilié à Monaco qui possède en Belgique des immeubles, des parts de société, il est administrateur de ces sociétés belges et il possède un bureau en Belgique. Sur base de ces éléments factuels, la Belgique, l'administration, a localisé la résidence fiscale de ce contribuable en Belgique sur base du critère du siège de la fortune, donc ce second critère. Alors, j'attire votre attention sur le fait que le critère du siège de la fortune est en pratique pas très important parce qu'il s'applique sous réserve des conventions préventives de la double imposition. On va en parler dans le slide suivant. Et donc, l'administration ne pourra recourir à ce critère, siège de la fortune, que dans l'hypothèse où il n'y a pas de convention préventive de double imposition avec l'autre État. Ici, l'autre État, c'est Monaco. Il n'y a pas de convention préventive de double imposition avec Monaco, mais avec la plupart des États, il y a une convention préventive de double imposition. Et dans ce cas, primauté du droit international, on va appliquer la convention et la Belgique ne pourra pas recourir à ce système du siège de la fortune vu qu'il y a des critères prévus par la convention qui s'appliquent obligatoirement et qui surpassent donc ce critère du siège de la fortune. Donc, il faut vraiment relativiser l'importance de ce second critère qui est celui du siège de la fortune. Okay. Le critère du domicile, lui, est très important. Depuis l'exercice 2015, il faut, ainsi qu'on l'a fait dans un des slides précédents, tenir compte d'une dimension régionale. Vu que les régions ont des compétences en matière fiscale, pour déterminer quel est le régime régional qui va s'appliquer aux contribuables, eh bien, il faut localiser un domicile au sens fiscal de celui-ci au sein d'une des trois régions. Et donc, c'est les règles de la région concernée qui vont s'appliquer. Voilà, c'est un nouveau rôle joué par la notion de domicile, tenir compte des implications régionales qui sont plus grandes depuis l'exercice 2015. Qui doit rapporter la preuve de la résidence fiscale du contribuable? C'est l'administration. Si l'État entend taxer quelqu'un en Belgique, elle doit prouver que ce quelqu'un a sa résidence fiscale en Belgique. Alors, pour venir en aide à l'administration, le législateur a prévu des présomptions qui figurent dans le Code. Les présomptions, ce sont des mécanismes particuliers de preuve. Je vous renvoie à ce qui vous a été dit à ce sujet dans votre cours de droit civil, j'imagine. Donc une présomption, quel est le mécanisme? Vous avez un fait connu, et de ce fait connu, on va induire un fait inconnu, et prouver ce fait inconnu. Ici, le fait inconnu, c'est la résidence fiscale du contribuable. Exemple de présomption, une présomption simple basée sur l'inscription au registre de la population. Un contribuable inscrit au registre de la population de Bruxelles, fait connu, va être considéré par l'administration comme ayant sa résidence fiscale en Belgique, fait inconnu. Cette présomption, elle est simple ou réfragable, c'est-à-dire que le contribuable peut rapporter la preuve contraire. Il peut rapporter la preuve contraire de ce que, nonobstant le fait qu'il soit inscrit
à la commune de Bruxelles, il réside effectivement ailleurs, en France ou en Italie, et ce, sur base d'éléments matériels de preuve. On verra un exemple un petit peu plus loin. Autre présomption qui existe, pour les personnes mariées, l'endroit où est établi le ménage, donc la famille, la résidence de la famille, le lieu de vie des enfants et des conjoints, c'est là où les conjoints ont leur résidence fiscale, et c'est une présomption qui, celle-ci, est irréfragable. Donc les contribuables ne peuvent pas rapporter la preuve contraire. C'est ce que prévoit le droit belge. J'attire votre attention sur le caractère relatif de ce caractère irréfragable de la présomption, dans la mesure où, dans la plupart des cas, les contribuables vont pouvoir invoquer le droit international. Le droit international, les conventions préventives de double imposition, qui prévoient, elles aussi, des critères qui permettent de localiser une résidence fiscale dans un État. Alors, les critères qui sont prévus par le droit international, par les conventions préventives de double imposition, ils priment le droit interne. Et donc, si un contribuable rapporte la preuve de sa résidence fiscale sur base des règles de la Convention, il fera échec aux règles de droit national et ici à la présomption irréfragable, au caractère irréfragable de la présomption prévue pour les mariés à l'endroit où est établi le ménage. Donc ça veut dire, en pratique, dans de nombreuses situations, le contribuable va pouvoir invoquer la CPDI, et donc la CPDI va faire échec au caractère irréfragable de la présomption prévue pour le ménage du contribuable. Alors, les critères prévus par les conventions préventives des doubles impositions, il y en a plusieurs qui sont consignés dans une règle qu'on appelle le tiebreaker rule, donc une règle qui vise à casser un nœud. Et le nœud, c'est le problème de la double résidence fiscale, comment rattacher un contribuable à un État quand il a une situation éclatée entre plusieurs États. Alors, critères successifs qui sont fixés par la règle, le premier, c'est le foyer d'habitation permanent. Le foyer d'habitation permanent, c'est un immeuble dont on est propriétaire ou locataire. Alors, dans bien des cas, le contribuable va avoir un foyer d'habitation permanent dans plusieurs États, et donc la règle et le critère vont être insuffisants, et donc il faudra passer au critère successif suivant, qui est le centre des intérêts vitaux. Alors là, c'est déjà beaucoup plus fin que le foyer d'habitation permanent. C'est une conjonction d'éléments factuels de triple nature, nature économique, nature familiale, nature sociale. Économique, on va regarder où le contribuable travaille, où le contribuable investit, où le contribuable est assuré. Et on va essayer de localiser un État. Critères familiaux, on va regarder où la famille du contribuable réside effectivement, où les enfants sont scolarisés. Critères sociaux, on va regarder des choses très concrètes de la vie quotidienne. On va regarder où le contribuable va chez le médecin, où le contribuable prend les transports en commun, où le contribuable va au cinéma, où le contribuable va à la salle de sport, où le contribuable va au théâtre. On va analyser tous ces éléments factuels et on va, dans la mesure du possible, rattacher ces éléments à un état plutôt qu'un autre. Et ce sera la solution prescrite par ce critère prévu par la Convention. Alors parfois, on arrive à une conclusion 50-50 entre deux états, et alors on passe au critère suivant, qui est le critère du séjour habituel. On va compter les jours de séjour du contribuable dans l'un ou l'autre État. Si la solution, si ce critère ne donne pas une solution satisfaisante, alors on passe au critère suivant qui est celui de la nationalité. Si là encore le critère n'est pas pertinent, eh bien ce sera aux administrations de déterminer la résidence du contribuable de commun accord.
Voilà, en pratique, on va souvent s'arrêter à celui du centre des intérêts vitaux qui permet, dans la plupart des cas, de trouver une solution au problème de double résidence. Donc, pour des États avec convention, on va systématiquement recourir aux critères prévus par la Convention et ça va relativiser l'importance des critères prévus par le droit interne, quoique, euh, même s'ils sont libellés différemment, les critères que vous avez en droit interne, donc le domicile, voire le siège de la fortune, ou les critères de la Convention, ils ne sont pas fondamentalement différents, hein. Il s'agit de voir où le contribuable réside de manière effective au quotidien. Ce critère est consigné, mais libellé différemment dans les deux sources que sont les conventions et que sont le CIR. Alors, en pratique, certains contribuables vont pouvoir vraiment réfléchir à l'endroit où ils vont installer leur domicile fiscal et prendre en considération l'impact de la fiscalité pour choisir l'endroit où ils vont résider fiscalement. Je prends un cas particulier que je connais. Voilà un couple de retraités qui résident en Belgique et qui sont propriétaires d'un immeuble dans le sud du Portugal. Ils vont très régulièrement séjourner dans cet immeuble au Portugal. Alors, à l'heure actuelle, il ne fait pas de doute qu'ils sont résidents fiscaux belges, qu'ils sont plus souvent en Belgique, mais pour ces contribuables, voilà, il pourrait être intéressant de songer à l'opportunité de déménager fiscalement au Portugal pour y être assujetti à l'impôt et payer nettement moins d'impôts au Portugal qu'en Belgique. Et donc, cela se ferait uniquement s'ils déplacent effectivement leur résidence au Portugal. Donc, qu'ils vont résider là plus de la moitié de l'année et qu'ils déplacent le centre de leurs intérêts vitaux au Portugal plutôt qu'en Belgique. Donc leurs comptes, leurs investissements, le reste de leur famille. Ici, en hypothèse, ils n'ont pas d'enfants, donc c'est tout à fait concevable. Et voilà, donc comment certains contribuables peuvent être amenés à déplacer leur domicile fiscal. Ici, euh, quelque chose qui correspond à la réalité et donc qui s'accompagne d'un déménagement effectif. L'hypothèse d'un domicile fictif, là on serait dans une hypothèse frauduleuse où on irait mentionner comme résidence fiscale un autre État où on ne réside pas au quotidien. Là, eh bien, on verse dans la fraude. Mais je vous parle ici d'un déplacement de domicile fiscal qui serait en quelque sorte de l'évasion, mais une évasion qui correspond tout à fait à la réalité, est parfaitement légale et qui peut conduire à de grandes économies d'impôts. Passons maintenant à l'étude de la première catégorie de revenus taxables, les revenus immobiliers. Vous avez le plan de la matière qui s'affiche sur le slide. Notion centrale en matière de revenus immobiliers, le revenu cadastral. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un revenu théorique attribué à chaque bien immobilier. Vous avez les immeubles bâtis avec un bâtiment et les immeubles non bâtis, donc des terrains nus, mais également du matériel et de l'outillage. Donc il faut imaginer de grosses machines à caractère immobile, donc présentes dans certaines entreprises qui se voient attribuer un montant de revenu cadastral. Je n'évoque pas cette dernière hypothèse. Alors, c'est l'administration du cadastre qui attribue le revenu théorique et il correspond en principe au revenu moyen normal d'une année généré par ce bien immobilier. Le revenu cadastral sert de base de calcul au précompte immobilier d'une part et d'autre part à l'IPP afférent au revenu immobilier. Donc, il s'agit de deux impôts distincts. En terminologie, la Belgique est une matrice cadastrale et elle est divisée en plein de parcelles cadastrales. Chaque parcelle cadastrale se voit attribuer un montant de RC. Parmi les modes de détermination,
vous avez un mode qui est prévu qui s'appelle la péréquation, qui est censé avoir lieu tous les 10 ans. Une péréquation, donc, c'est l'attribution ou la réévaluation des RC de toutes les parcelles cadastrales de Belgique, et cela doit se faire de manière décennale. Or, en pratique, la dernière a eu lieu en 1980 et elle se base comme époque de référence pour la détermination du revenu au 1er janvier 1975. Depuis lors, il n'y en a plus eu. Alors, vous avez quelque chose de singulier qui survient dans la pratique. Lorsqu'il s'agit aujourd'hui de fixer le revenu cadastral d'un bien, pensez à un bâtiment nouvellement construit, eh bien, l'administration doit se poser la question de savoir, tiens, quel est le revenu théorique annuel de ce bien en 1975, alors que ce bien n'existait pas. C'est pourtant le calcul qui est effectué. Alors, les revenus cadastraux, ils font l'objet d'une indexation prévue à l'article 518. Donc, vous avez un coefficient par lequel est multiplié le revenu cadastral, et c'est ça qui servira à la base de calcul des impôts. Le revenu cadastral d'un bien est déterminé une première fois lorsque le bien vient d'être construit. Il peut être révisé ou réévalué en cas de changement. Alors ce changement, c'est soit des transformations ou bien, donc un changement individuel, ou alors ça peut être un changement qui n'est plus individuel, mais qui concerne toute la zone dans laquelle figure ce bien. Et là, on parlera alors d'une révision extraordinaire du revenu cadastral du bien suite à ces circonstances. Un exemple théorique qui est souvent évoqué, c'est imaginer un quartier où un beau jour vient s'installer une école européenne qui donne un boost à tout le quartier, à la population qui y vit et au marché immobilier. Là, ce serait une circonstance de nature à justifier une révision extraordinaire de tous les biens du quartier, mais en pratique, ça se revient très peu souvent. Donc, la révision que vous allez avoir le plus souvent, c'est celle qui fait suite à des travaux. Alors, comment ça se passe en pratique? Eh bien, il faut savoir que au sein des communes, vous avez des fonctionnaires qui sont chargés de se balader sur le territoire de la commune et de voir ce qui se passe, voir s'il y a des transformations aux immeubles, voir s'il y a des nouveaux immeubles. Et dans l'hypothèse où c'est le cas, ils communiquent l'information au cadastre. Premier moyen d'alimentation de l'administration du cadastre. Deuxième moyen d'alimentation de l'administration du cadastre, c'est une obligation qui incombe aux contribuables. Lorsqu'on fait construire une maison, lorsqu'on transforme une maison, on a en principe l'obligation de le signaler à l'administration pour permettre à l'administration du cadastre de venir fixer le revenu cadastral ou réviser ce revenu cadastral. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des fonctionnaires des communes qui travaillent au service de l'administration du cadastre? Parce que les communes sont directement intéressées par les recettes du précompte immobilier. Donc, une partie du précompte immobilier revient aux communes et donc c'est dans leur intérêt que l'administration fixe et réévalue à la hausse les revenus cadastraux des biens immobiliers. Alors, sur base de quels critères on fixe le revenu cadastral d'un bien? Alors, il y a une espèce de recette qui n'est pas publiée et c'est une information dont dispose l'administration. Et alors, les critères que l'on connaît, c'est que le revenu cadastral d'un bien va être fixé sur base de sa superficie, assez logiquement, sur base de l'endroit où il se situe. Donc, la même maison située à Bruxelles ou à Outsipoul-les-Béalpieds ne va pas du tout avoir le même revenu cadastral. Et sur base, troisième critère, du degré de confort du bien. Alors, le degré de confort, c'est des salles de bain, un système de chauffage. Vous voyez, toute une série d'autres choses, une piscine. Voilà, autant de critères qui vont servir à la détermination du revenu cadastral.
Un petit mot sur la procédure. Donc, vous voyez que les contribuables ont certaines obligations d'information vis-à-vis de l'administration, en cas notamment de travaux apportés à un bien immeuble bâti. Et bah oui, sur base de cette déclaration, c'est l'administration a l'opportunité de fixer ou de revoir le revenu cadastral d'un bien. Alors, il y a une procédure hein, où l'administration notifie et le contribuable peut contester et discuter. J'ai déjà été confronté à pareille hypothèse. Donc, voilà un contribuable qui avait fait des travaux chez lui. Il ne les avait pas particulièrement signalés à l'administration, mais voilà, sur le côté, il avait sollicité des primes euh, auprès de la région. Il y a une communication d'information qui se fait entre les administrations et le cadastre est informé du fait qu'il y a eu des transformations. Et donc, ils viennent voir sur place, ils constatent l'ampleur des travaux qui ont été accomplis et ils proposent un montant de revenu cadastral et on peut discuter et voilà, discuter sur base des données techniques et on négocie un montant de revenu cadastral. Voilà, voilà en quelques mots comment ça se passe. Quel va être le revenu taxable par immeuble? Je parle ici d'immeubles bâtis situés en Belgique. Qui va être taxé tout d'abord? Le propriétaire. En cas de démembrement du droit de propriété, ce sera l'usufruitier qui va être taxé. Donc celui qui a le droit d'user l'immeuble et d'en percevoir les fruits. L'usufruitier par opposition au nu propriétaire. Le revenu taxable. On va distinguer l'immeuble d'habitation d'une part des autres immeubles d'autre part. Dans les autres immeubles, vous avez les immeubles non donnés en location et les immeubles donnés en location. Dans les immeubles donnés en location, vous avez une sous-distinction entre les locations à titre privé et les locations à titre professionnel. Quand on parle de location à titre privé ou professionnel, on vise l'affectation du bien loué par le locataire. Donc c'est le locataire qui loue à titre privé, c'est le locataire qui loue à titre professionnel. Donc ça, c'est la distinction. On parle ici donc du revenu imposable dans le chef du propriétaire. C'est bien l'affectation dans le chef du locataire qui fonde la distinction. Alors, en ce qui concerne l'immeuble d'habitation, tout d'abord, le revenu taxable est le RC, revenu cadastral indexé. Mais, dérogation qui s'applique à tout le monde, ce RC indexé est exonéré. Donc, la loi définit un revenu taxable, elle pose ensuite le principe d'une exonération. Donc, personne n'est taxé sur son immeuble d'habitation. Pas de revenu taxable généré pour cet immeuble d'habitation. En ce qui concerne les autres immeubles, voyons l'hypothèse de l'immeuble non donné en location. Ce serait par exemple une résidence secondaire dans le chef du contribuable, un appart à la mer ou une maison de campagne dans les Ardennes. Cette résidence secondaire, elle va être taxée sur base du revenu cadastral indexé. Nous avons vu au slide précédent ce qu'on entendait par indexation et le coefficient. RC indexé majoré de 40%. Donc RC majoré de 40%, c'est RC fois 1,4. En ce qui concerne maintenant les immeubles donnés en location, première hypothèse, la location à titre privé dans le chef du locataire, hein, donc le locataire va habiter dans le bien. Le revenu taxable va être le RC indexé majoré de 40% également. Donc même chose que pour les résidences secondaires. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que ce revenu taxable, qui est basé sur le RC, hein, fois 1,4, il est bien en deçà du montant réel que représentent les loyers dans le chef du propriétaire. Et lors, la loi prévoit un
revenu forfaitaire, un revenu théorique qui est avantageux par rapport à ce qu'il gagne réellement, par rapport au loyer encaissé. Et donc ça, c'est une niche fiscale. Les locations à titre privé, c'est faiblement taxé en Belgique. En ce qui concerne maintenant les locations à titre professionnel pour le locataire, donc le locataire est soit une personne physique qui va affecter le bien loué à son activité professionnelle, par exemple un dentiste qui loue un cabinet de dentiste, donc ça c'est le locataire, ou alors une société. Dès que c'est une société qui loue, il y a d'office une affectation professionnelle, donc la location est affectée à l'activité de la société. Donc dans ce cas, location à titre professionnel, le revenu taxable va correspondre au loyer réel moins 40%. Alors, pourquoi les loyers réels? Eh bien, dans ce cas, le locataire qui affecte le bien à son activité professionnelle va déduire les loyers qu'il paye à titre de frais professionnels. Et donc, l'administration va pouvoir recouper les informations. D'un côté, il y a le locataire qui déduit les loyers à titre de frais professionnels. De l'autre, il y a le propriétaire qui est taxé sur base du loyer réel. Alors, de ce loyer réel, on peut déduire un montant forfaitaire de 40% qui représente des frais pour réparation et entretien. Donc c'est prévu par la loi, il n'y a pas besoin de prouver la réalité de ces frais, on est taxé dans ce cas sur le loyer réel moins 40%. Il est entendu que ces 40% ne peuvent pas dépasser 2/3 du revenu cadastral revalorisé. Les 40% de forfait de frais déductibles ne dépassent pas 40%, ne dépassent pas 2/3 du revenu cadastral revalorisé. Alors, c'est quoi le revenu cadastral revalorisé? Il ne faut pas confondre cela avec le revenu cadastral indexé. Le revenu cadastral revalorisé, c'est une autre notion. C'est le revenu cadastral qui est revalorisé sur base d'un autre coefficient qui est déterminé chaque année par arrêté royal. Vous avez sur le slide le montant de l'exercice 2019, il est de 4,7. Donc, les 40% que représentent ces frais déductibles ne peuvent dépasser au total 2/3 du revenu cadastral revalorisé. Alors, le total que l'on va obtenir au terme de cette opération, loyer réel moins 40%, ne peut pas être inférieur au RC indexé majoré de 40%. Donc, il ne peut pas être inférieur à l'hypothèse d'une location à titre privé. Cela pour ne pas créer un régime discriminatoire. Donc, location à titre professionnel, loyer réel moins forfait de 40%. Étant entendu que ce forfait ne peut pas dépasser 2/3 du revenu cadastral revalorisé, le total obtenu ne peut pas être inférieur au RC indexé majoré de 40%. Lorsqu'il y a une affectation mixte par le locataire, donc le locataire affecte une partie à son activité professionnelle et affecte une autre partie à son habitation, à d'autres fins. Dans ce cas-là, il va falloir soit ventiler les deux régimes sur base des données qui figurent dans le bail qui doit faire l'objet d'un enregistrement, une formalité où il est porté à connaissance de l'administration fiscale. Ou alors, s'il n'y a pas de ventilation dans le bail, eh bien, ça va être considéré comme une location à 100% professionnelle. Autre hypothèse, l'immeuble affecté à des fins professionnelles par le propriétaire. C'est différent de l'hypothèse qu'on a vue au slide précédent où l'affectation professionnelle était par le locataire. Ici, c'est par le propriétaire. Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et vous allez affecter ce bien à votre activité professionnelle. Vous êtes dentiste, vous êtes propriétaire d'un immeuble et vous allez installer dans cet immeuble votre cabinet de dentiste et les bureaux liés à votre activité. Comment est-ce que vous allez être taxé dans ce cas-là?
La réponse, vous la trouvez à deux endroits. À l'article 37 du Code, tout d'abord, et ensuite dans une tolérance administrative, et c'est la tolérance administrative qui va primer. L'article 37, c'est une disposition qui traite de revenus professionnels et qui vous dit, lorsqu'un contribuable affecte un bien à son activité professionnelle, les revenus générés par ce bien sont des revenus professionnels. Donc ici, l'immeuble affecté à l'activité professionnelle du dirigeant est censé générer des revenus professionnels pour le contribuable. Il existe une tolérance administrative qui figure dans le COMIR. Le COMIR, c'est le commentaire du code par l'administration. Et ce COMIR vous dit, en ce qui concerne les biens immobiliers, la règle suivante est applicable. Pour les immeubles affectés par le propriétaire à l'exercice de son activité professionnelle, le revenu cadastral est censé compris dans les bénéfices ou profits résultant de cette activité. Donc, sur base de cette disposition, on ne va rien taxer dans cette hypothèse. Pourquoi? Parce que, donc, si on suit l'article 37, les revenus générés par le bien, donc le revenu cadastral, devraient être considérés comme un revenu professionnel pour le contribuable. Or, la tolérance administrative vous dit que ce revenu cadastral, il est censé compris dans les revenus professionnels que déclare par ailleurs ce contribuable. Donc, on ne va pas le taxer une deuxième fois, si vous voulez. Donc, la nuance est assez subtile, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que dans cette hypothèse, on ne taxe rien sur base de la tolérance administrative. Dans l'hypothèse où il y a une affectation mixte par le propriétaire, eh bien, idem, il faut panacher, ventiler et appliquer les deux régimes à due proportion. Dernière hypothèse est celle de l'immeuble donné en location à une société par un administrateur ou par un gérant. Donc, vous avez une personne physique qui est propriétaire d'un bien immobilier, elle est par ailleurs dirigeante d'une société, et cette personne physique va donner en location l'immeuble dont il est propriétaire à la société dans laquelle il exerce des fonctions dirigeantes. Dans ce cas-là, il y a un régime, une règle particulière qui s'applique. Déjà, il faut relever que cette hypothèse est une hypothèse de location à titre professionnel. Le propriétaire met à disposition l'immeuble d'une société. Dans ce cas-là, on a vu que c'est le régime des loyers professionnels qui s'applique. OK, on ne déroge pas à cette règle. Il y a juste une limite particulière qui figure à l'article 32, qui est aussi une disposition qui traite des revenus professionnels et qui vous dit que dans la mesure où le loyer dépasse un certain montant, le montant du loyer sera considéré comme un revenu professionnel dans le chef du dirigeant, dans le chef de la personne physique. Donc, dans cette hypothèse, il faut panacher les deux règles. Au-delà de la limite, c'est des revenus professionnels. En deçà de la limite, c'est le régime des loyers professionnels qui s'applique. Alors, le montant de la limite, quel est-il? C'est 5/3 du revenu cadastral revalorisé. Donc, on retrouve ici la notion de revenu cadastral revalorisé. Donc, dans la mesure où le loyer va excéder ces 5/3 du revenu cadastral revalorisé, c'est considéré comme des revenus professionnels dans le chef du dirigeant. Dans la mesure où ça ne dépasse pas, eh bien, c'est le régime des loyers professionnels qui s'applique. Alors, si vous voulez parfaitement comprendre le tout, déjà, il y a des exemples dans des exercices qui figureront en annexe sur Moodle, mais il y a également un lien entre le régime de l'article 32 et le régime de la location à titre professionnel, et notamment par rapport à cette notion du revenu cadastral revalorisé. On vous dit que au-delà de 5/3 du revenu cadastral revalorisé, c'est des revenus professionnels. En deçà, on applique le régime des loyers à titre professionnel.
Alors, ça veut dire qu'en termes de calcul, vous devez partir de ces 5 tiers du revenu cadastral revalorisé. Ça, c'est le montant de votre loyer réel en dessous de la limite. De ce montant, vous allez retrancher 40%, le montant de frais forfaitaires pour réparation et entretien. Et ce montant de frais forfaitaires ne peut pas dépasser 2 tiers du revenu cadastral revalorisé. C'est là qu'il y a un lien. Donc, de ces 5 tiers, vous allez retrancher 40% qui ne peuvent pas dépasser 2 tiers. Donc, vous allez retrancher 2 tiers et vous allez vous retrouver avec un revenu immobilier taxable de 3 tiers du revenu cadastral revalorisé. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le lien entre ces deux dispositions. Donc, régime des loyers à titre professionnel en dessous de la limite de 5 tiers du revenu cadastral revalorisé, au-dessus de la limite, eh bien, il y a une requalification des loyers en revenu professionnel. Alors, quel est l'objectif de la mesure? C'est une mesure que l'on peut qualifier de mesure anti-abus. Eh bien, c'est d'éviter que les dirigeants ne gonflent artificiellement les loyers dans ce cas. Généralement, un dirigeant d'entreprise, il s'entend plutôt bien avec l'entreprise dans laquelle il officie. Et dès lors, il pourrait être tenté de prévoir un loyer exagéré pour la location. Alors, quelle serait l'utilité? Eh bien, ce serait d'attribuer aux dirigeants des revenus immobiliers qui sont taxables plus favorablement à la place de revenus professionnels qui sont plus lourdement taxés. Alors, pourquoi les revenus immobiliers sont moins taxés que les revenus professionnels? Eh bien, en raison des règles de calcul qu'on a vues. On a vu que dans ce cas, location à titre professionnel, le revenu immobilier, on est taxé donc sur le loyer réel, moins 40%. Donc, on est taxé sur 60% de son revenu. Quand on est, il faut comparer ça avec l'hypothèse des revenus professionnels, quand on reçoit des revenus professionnels qu'on tire d'une société, eh bien, on est taxé sur 100% de ces revenus professionnels. Donc, le fait de convertir des revenus professionnels en revenus immobiliers vous permet de bénéficier du régime avantageux des revenus immobiliers. Et c'est ce que le législateur a voulu proscrire à travers cette disposition anti-abus. Je vous renvoie aux exercices pratiques avec les réponses qui figurent en annexe sur le Moodle pour avoir les détails du calcul. Alors ici, vous avez un tableau très complet avec tous les cas de figure qu'on a exposés et les références précises aux dispositions légales. Donc ça répète ce qu'on a vu dans les slides précédents. Pour votre information, donc. Nous allons passer la question des immeubles situés à l'étranger. Ça ne fait pas partie de la matière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, en résumé, en synthèse de ce que l'on a vu, si vous voulez résumer toute la matière des revenus imposables en matière de revenus immobiliers, vous devez vous poser 3 questions. Quel est le régime pour l'immeuble d'habitation? C'est le revenu cadastral, mais on sait qu'il est exonéré. Première question. Deuxième question, vous avez les autres immeubles, donc les résidences secondaires et les locations privées. Là, c'est le RC indexé plus 40%. Troisième hypothèse, c'est la location professionnelle, où là, vous avez un régime basé sur le loyer réel, moins 40%. Alors, à ces 3 questions, vous devez ajouter les notions de RC, RC indexé et RC revalorisé, le revenu cadastral revalorisé, qui lui va jouer un rôle à 2 niveaux. Tout d'abord, au niveau du calcul du montant maximum que doivent représenter les charges de 40% dans l'hypothèse des locations professionnelles. Les charges en question ne peuvent dépasser 2 tiers du revenu cadastral revalorisé. Et alors,
Deuxième hypothèse où la notion de revenu cadastral revalorisé joue un rôle, c'est pour le cas du dirigeant d'entreprise qui donne en location un immeuble à sa société. La limite est de 5/3 du revenu cadastral revalorisé. Quand le loyer dépasse cette limite de 5/3 du revenu cadastral revalorisé, eh bien, le loyer est considéré comme un revenu professionnel dans le chef du dirigeant. C'est l'article 32, c'est la disposition anti-abus que nous avons étudiée. Donc, quels sont les revenus immobiliers exonérés? Article 12, paragraphe 3, le revenu de l'habitation propre est exonéré. Nous l'avons vu dans les slides qui précèdent. Article 15, autre hypothèse d'exonération. Un contribuable peut se voir attribuer une exonération de son revenu immobilier dans l'hypothèse où son immeuble est inoccupé et improductif. Inoccupé, pas besoin de définir. Improductif, il ne produit pas de revenus taxables. Il ne peut être donné en location. C'est l'article 15 qui prévoit ceci et donc il y a différentes conditions. Il faut qu'on ait affaire à un immeuble bâti. Il faut que l'immeuble soit non meublé. Ça exclut les immeubles meublés dans lesquels il y a des meubles. Il faut qu'il soit intégralement improductif, donc zéro revenu généré. Et l'inoccupation de l'immeuble doit avoir lieu pendant une durée de au moins 90 jours sur la période imposable. Enfin, derrière hypothèse, l'inoccupation doit être involontaire. Et donc, si un contribuable décide de faire des travaux d'amélioration dans son immeuble, il ne pourra pas bénéficier d'une réduction pour improductivité. Je n'en dis pas plus. Retenez juste à ce sujet que voilà, dans l'hypothèse où un contribuable a un immeuble et que cet immeuble, pour une raison indépendante de sa volonté, par exemple l'insalubrité, eh bien, autant qu'elle ne soit pas la responsabilité du propriétaire, s'il y a une insalubrité et que l'immeuble en question ne peut pas être mis sur le marché locatif et même pas vendu, eh bien, il est possible pour ce contribuable de demander une exonération des revenus liés à cet immeuble. Mais il y a de nombreuses conditions à remplir. Pour la détermination du revenu net, donc l'article 13 vous dit, en ce qui concerne la valeur locative, le revenu net s'entend du montant brut du revenu diminué pour frais d'entretien et de réparation de 40%, sans que ces 40% ne puissent dépasser 2/3 du revenu cadastral revalorisé. Donc c'est la disposition qui instaure le montant de frais forfaitaires que l'on peut déduire dans l'hypothèse d'une taxation d'une location à titre professionnel. Donc, on est taxé sur base du loyer, moins 40% de frais forfaitaires. L'article 13 est simplement la disposition qui consacre ce régime. Nous passons à l'article 14. Alors, un tout petit mot sur le précompte immobilier pour terminer cette matière. Donc, le précompte immobilier, c'est un faux précompte. Donc, ça n'a rien à voir avec un acompte que l'on paye sur l'impôt afférent au revenu immobilier. C'est un impôt séparé. Il s'appelle précompte immobilier, précompte pour des raisons historiques. Aujourd'hui, c'est un impôt régional totalement indépendant de l'IPP et qui s'impose à tous les propriétaires de biens immobiliers. Donc, c'est les régions qui règlent la base, le taux et les exonérations. Alors, le taux du précompte immobilier, il varie en fonction des régions et il semble en apparence extrêmement modéré. Si vous prenez la région wallonne, le montant du précompte immobilier, c'est 1,25% du revenu cadastral indexé. Donc, il prend pour base le revenu
cadastral, comme l'IPP afférent aux revenus immobiliers. Donc, ça a l'air extrêmement modéré. Le hic, c'est qu'il y a des additionnels communaux et provinciaux qui, eux, sont extrêmement élevés. Et donc, le montant dont est redevable le propriétaire d'un bien immobilier peut tourner aux alentours d'environ 50% du revenu cadastral indexé, compte tenu des additionnels communaux et provinciaux qui sont extrêmement élevés. Sur Moodle, vous avez un exemple d'avertissement extrêmement drôle en matière de précompte immobilier à Bruxelles, où vous voyez que la partie qui va aux régions est extrêmement modérée, tandis que les additionnels qui vont dans l'escarcelle de la commune, eux, sont énormes, et donc l'immense majorité du montant se retrouve dans les additionnels communaux. Je n'insiste pas sur les réductions particulières qu'il existe en matière de précompte immobilier. Donc, on s'en tient à la notion de faux précompte, le caractère régional, donc le caractère totalement indépendant de l'IPP, et enfin le taux modéré en apparence, mais concrètement un taux assez élevé si on prend les additionnels communaux et provinciaux.